Et le certificat d'études à cette époque, je le dis par parenthèse parce que maintenant c'est complètement changé, mais à cette époque c'était à 12 ans. Cette forme d'éducation intégrale couplant l'apprentissage en atelier et puis les cours complémentaires d'instruction générale proposés par Paul Robin était présente dans la totalité de notre travail. Et là, à Sampuy, Paul Robin va fonder toute sa pédagogie sur 3 principes essentiels. Premier principe, surtout ne pas spécialiser trop tôt. Et Robin propose même de laisser l'enfant papillonner. Papillonner, c'est-à-dire aller voir, aller regarder, aller observer, se laisser guider par sa curiosité vers toutes les formes de savoir possibles. Quand tu sors, t'es avec tes camarades, t'es encore dans l'école, ça veut pas dire que t'es dans la rue et que tu dois faire n'importe quoi, mais t'es toujours à l'école, sauf que t'es plus responsable. Alors qu'à l'école, les adultes sont responsables de nous et dehors, on est responsable presque tout seul, un peu tout seul. Deuxième principe de Robin, lutter contre toutes les emprises qui peuvent s'exercer sur la conscience. L'emprise de l'Église, l'emprise du clergé, l'emprise du nationalisme, l'emprise des idéologies de l'ordre moral. Et pour cela, bien sûr, mettre l'enfant en contact avec l'esprit rationnel, avec l'enseignement des sciences. Et enfin, troisième principe de Robin, ne pas seulement s'occuper de l'intellect, s'occuper de l'esprit, mais aussi s'occuper du corps. Et Robin sera un des premiers à introduire l'éducation physique, à amener ses enfants à la piscine, à leur faire des courses dans les bois, à organiser ce qui déjà ne s'appelle pas encore, mais s'appelle aujourd'hui des classes vertes. Vous suivez personne. Chacun le fait pour soi, en épousant tout l'espace. On est d'accord? Allons-y. On prend l'espace. Non, on ne court pas. Oui, c'est bien ce que tu as fait, tu as évité. Stop! Laisse là. Bouge pas, on va faire un autre exercice en même temps. Regarde-moi. Regarde ça. Là. La tête. Oui. Voilà. Tu dors. Dans un premier temps, l'école de la République est fière de pouvoir exhiber les réussites pédagogiques de Robin. On le fait venir à Paris dans des expositions. Les travaux de ses élèves, en particulier en matière artistique, font l'objet d'une admiration générale. Le plus clair de ma richesse, c'est ma liberté. Alors l'enseignement artistique, tel que je l'ai connu de mon temps, directement hérité de Robin pour ce que j'en ai entendu et retenu, c'était d'une part cours de dessin et de modelage, par exemple, dans l'enseignement général, et cours de solfège dans toutes les classes, et sélection pour arriver à la fanfare qui répétait 2 fois par jour. Et puis il y a un casus belli. C'est que Robin, depuis toujours, est un militant féministe convaincu, partisan de l'égalité des sexes. Or, la mixité qu'il prône est un tabou, c'est même un interdit. Alors Robin, à la suite d'une très violente campagne de dénigrement menée par la droite et l'extrême droite, va être démis de ses fonctions en Conseil des ministres. Robin voulait subvertir complètement les stéréotypes. On lit dans certains rapports sur l'orphelinat de Sampuy qu'on y voit des jeunes filles faire de la menuiserie, des garçons tricoter des mitaines. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la mixité que nous avons faite, il y a véritablement une égalité de traitement et une égalité de chance entre les garçons et les filles? Dans notre pays, on ne discute pas la mixité. On pense que ça a été un progrès, et puis ça y est. Bon, la société est mixte, on a fait un progrès, on a mixé les classes. Dans d'autres pays, ça a interrogé, et en général, l'interrogation sur la mixité sexuelle, justement, a été parallèle aux interrogations sur la mixité sociale. Les garçons et les filles, en général, arrivent à l'école différents déjà. Et fermer les yeux sur les différences,
c'est en fait fermer les yeux sur des inégalités. Donc quand on compare les attitudes des élèves, ce qu'apprennent les élèves selon qu'ils sont dans les classes mixtes ou non mixtes, qu'est-ce qu'on voit? Que les garçons comme les filles adhèrent plus aux stéréotypes de sexe. Par exemple, dans les classes mixtes, les garçons vont trouver normal d'être bons en maths ou en physique ou en informatique. Par contre, les lettres, les langues, ça paraîtra un peu féminin, donc ils vont s'abstenir de briller. Je pense que ça handicape les élèves, ces stéréotypes, ça leur colle à la peau et ça les canalise, alors que l'école est faite pour libérer. Ça les contraint. Je crois que l'école, en la matière, elle pêche par abstention. Elle ne veut pas voir. La mixité, c'est évident, donc on n'en parle pas. Mais c'est pas si simple. Il y a quand même des problèmes dans les relations entre les hommes et les femmes, entre les adolescents et les adolescentes. Si on n'en parle pas parce que c'est un autre monde, l'école est coupable. Pour l'historien à courte vue, l'expérience de Robin est sans doute un échec. La direction d'un orphelinat pendant quelques années, des idées presque oubliées ou complètement banalisées. Et pourtant, Robin reste encore aujourd'hui une source d'inspiration extrêmement forte. Son projet d'une éducation égalitaire est un projet qui peut nous inspirer, qui doit nous aider à dynamiser, peut-être même à dynamiter certains aspects de notre société qui restent profondément inégalitaires. Rabindranath Tagore est sans doute l'écrivain oriental le plus connu en Occident. Il fut introduit en France par André Gide, qui traduisit un de ses recueils de poèmes. Il a obtenu le prix Nobel en 1913, aux grandes dames de tous ceux qui n'imaginaient pas que quelqu'un d'autre qu'un Européen, un blanc, puisse obtenir le prix Nobel de littérature. Il a écrit des dizaines de recueils de poèmes, il a écrit des opéras, il a été peintre, il a écrit des essais, il a écrit de multiples pièces de théâtre qui sont jouées encore de nos jours. Il a écrit une très volumineuse correspondance, mais on connaît moins une partie de son œuvre, pourtant essentielle pour lui, son œuvre pédagogique, car Tagore élabora une véritable théorie de l'éducation. En 1901, Tagore crée une école, une université à Santiniketan au Bengale. Je suis allée à Patobhavan, l'école de Tagore, à l'âge de 6 ans, et où j'ai fait toutes mes études. L'école est totalement ouverte dans la nature. Et les classes, ça se passe dehors. Tagore soulignait dans ses propos sur l'éducation toujours ce lien profond qui existe entre la nature et la nature de l'enfant. Comment valoriser ce contact tout le temps. Tagore est né en 1861 dans une grande famille de la bourgeoisie bengali. Son père est un sage, c'est un saint, qui vit dans une retraite dans l'Himalaya qu'il ne quitte que pour assurer la descendance de sa lignée. Tagore sera élevé par des précepteurs, des domestiques. Il vivra cet enseignement à l'anglaise comme une sorte, dit-il, de moulin qui l'écrasait complètement. Il cherchera à s'échapper, courant sur les toits ou regardant à travers la fenêtre les paysages dans lesquels il n'avait pas le droit d'aller se promener.
Il ne trouvera véritablement la paix qu'en allant rejoindre son père dans sa retraite de l'Himalaya, là où il peut contempler la nature, méditer, se pencher sur lui-même et retrouver en lui-même toutes ses forces. Cet homme va faire porter toute sa réflexion sur la nécessité de retrouver en soi la paix intérieure. La paix pour faire face aux événements, mais la paix aussi pour trouver les forces de créer, de rentrer en harmonie avec les autres et avec le monde, pour rentrer en harmonie avec l'univers et avec l'universel. C'était l'idée de Tagore qu'un enfant est tout entier. Il doit avoir la plénitude par l'éducation. Et tous les jours, à l'école de Tagore, il y a la danse, la musique, les travaux manuels comme le modelage, la peinture, le dessin. Et surtout, il y a beaucoup de sport. C'est obligatoire tous les jours. Ça fait que l'enfant est épanoui dans tous les côtés. Un jour viendra, dit-il, où l'homme, cet insoumis, retracera sa marche de conquête de lui-même, malgré toutes les barrières, et il retrouvera enfin son héritage humain égaré. On faisait partie d'une communauté, ça veut dire la communauté autour de nous, les Santals, les tribus, les Bagdis. À part ça, il y a beaucoup d'enseignants qui venaient d'autres pays de l'Europe, aussi bien de l'Asie. Ça fait une espèce de richesse. C'est une école qui accepte toutes les castes, toutes les races, toutes les religions. Il faut passer, dit Tagore, d'une culture à l'autre. Il faut apprendre tout ce que les cultures nous apprennent pour atteindre ces points nodaux à travers lesquels l'homme peut se reconnaître, peut retrouver ses préoccupations et ses angoisses fondamentales, peut accéder à cette méditation qui lui permet de retrouver véritablement sa paix. Comme enfant, on se rend compte qu'on fait partie de cet grand courant de l'humanité. Et c'est la base de l'enseignement de Tagore, qu'on fait partie du monde. On n'est pas d'abord bengali, ensuite indien, ensuite l'asiatique, ceci, cela, mais on fait partie de cette énorme culture mondiale. Tagore est convaincu que l'art est, dit-il, la voie royale pour la découverte de soi et le développement de la personne, pour nous relier à l'univers dans son ensemble, pour sentir vibrer l'univers à travers ce que l'on est capable d'en dire. Le fait que Tagore a exposé le petit enfant à l'art et la musique quotidiennement, ça lui préparait pour aborder le monde plus tard. Ce que j'ai reçu à l'école de Tagore, comme s'il m'a donné des graines et c'est à moi de maintenant le planter ailleurs, aller expérimenter, vivre ailleurs. Il est certainement très difficile de transposer la pédagogie de Tagore en Occident. Mais il y a chez Tagore une idée fondamentale, une idée fondatrice que je crois nous devons prendre en compte ici, en particulier pour ces enfants qui sont un peu inquiets, pour tous ceux qui sont, comme Tagore lui-même jeune, aux prises avec des angoisses intérieures, aux prises avec une espèce de chaos mental. C'est l'idée qu'au fond, c'est en retrouvant les questions fondamentales de l'humain, les questions qui touchent l'amour, la mort, les questions qui touchent le rapport aux autres, la peur, l'inquiétude, pourquoi l'autre me fait à la fois peur et j'ai besoin de lui pour autant, les questions qui véritablement sont le soubassement culturel universel, c'est en retrouvant ces questions-là que l'on va réussir à se donner à soi-même peut-être un peu plus de paix et pouvoir ainsi
entrer pacifiés dans des apprentissages que l'on dit scolaires. Mais attends, les transformations, elles se sont faites... N'importe quoi! Si je t'aurais dit à l'époque qu'il y a des oiseaux qui sont apparus, tu m'aurais dit mais n'importe quoi, on peut pas voler avec des ailes, aucun animal peut voler. Et ces enfants-là refusent tout apprentissage. À partir du moment où la réponse n'est pas donnée tout de suite, ou pour la trouver, il faut faire des liens, il faut mettre les éléments en relation, etc. À ce moment-là, ils disjonctaient, c'est-à-dire que soit ils cassaient le matériel, soit ça finissait en bagarre. Ce moment de vide faisait remonter toutes leurs angoisses profondes. Ça n'existe plus. Et pourquoi ça y est? Parce qu'ils ont continué, ça c'est la lignée des oiseaux. Donc après les oiseaux... J'ai élaboré tout un programme sur des origines. Donc je suis partie du Big Bang, du chaos. Donc c'est des mots très évocateurs pour eux, parce que le chaos, ça leur parle. C'est un peu le chaos dans leur vie, dans leur tête. Et petit à petit, l'univers qui s'organise. Donc on s'est appuyé sur un arbre de l'évolution qu'on a construit ensemble pour en arriver à l'apparition de l'homme. Tous ces cours ont suscité énormément de questions. Des questions, je dirais, fondamentales. Du genre, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Et Dieu, là-dedans, parce qu'ils sont trop... Bon, c'était Allah, et l'enfer, le paradis, le bien, le mal. D'où on vient? Pour eux, c'est très flou, d'où on vient, pourquoi on est homme. Donc je me suis servie de tous ces cours, mais toujours pour les ramener à leur histoire personnelle, au pourquoi de leur présence en classe ouverte. On a souvent parlé des mythes grecs, mythologiques, tout ce qui se passe sur le bien, le mal. On a fait des textes là-dessus, des histoires qui ont fait un livre. On a fait des illustrations. Qu'en les inscrivant dans une histoire universelle, dans une histoire qui touche tous les hommes de tous les pays, eux, je les ai placés dans cette histoire. On nous a laissé écrire nos propres pensées et on les a laissés sortir de nous, en quelque sorte. On a dessiné, on a écrit. Moi, j'ai fait ça sur une histoire que j'ai inventée, c'était sur le diable. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Omar. Il est pur et tout, et son village, ils ont plus d'eau, ils ont plus de source. Il meurt de soif et tout. Et son peuple, ils lui disent qu'il y a une source cachée et que c'est le seul qui peut leur ramener l'eau, quoi. Donc il part en aventure dans le désert et tout. On va dire que l'histoire elle est faite pour qu'il n'y ait que lui qui puisse faire ça et pas d'autres. Bah, il y a plein de gens qui l'ont lu, qui ont dit que c'était bien et ça m'a fait plaisir. Mais bah ouais, je suis fier parce que ça intéresse les autres. C'est pas une histoire banale, je sais pas. L'objectif, c'était de les pacifier avec la pensée. C'était qu'ils n'aient plus peur de penser et que c'était pas dangereux pour eux. Donc, et ça, je pense que ce travail, ce cheminement s'est amorcé dans leur tête, puisque j'ai pu remarquer que dans mes cours, les tensions tombaient. Ça partait plus dans tous les sens, le matériel arrêtait d'être cassé, ils ne se sont plus jamais battus en cours, et ils ont accepté de coopérer. Ça aussi, c'était un pari dans mon travail. Je voulais qu'ils coopèrent. C'est pas la relation qu'on a d'habitude avec dans les autres collèges. Là, c'était plus ouvert. On sortait tout ce qu'on avait à l'intérieur de nous. On disait tout ce qu'on voulait dire et on était libre. Avant, j'étais plutôt stressé. À l'intérieur de moi, j'étais plutôt agité, on va dire. Maintenant, je préfère me poser, réfléchir à mon avenir et voilà. Ça refait ma vie. J'aime le sport et je vais en faire mon métier, éducateur sportif, apprendre aux jeunes, tout ça quoi, les encadrements, patati et patata. Je leur apprendrai ce que j'ai appris quoi. Je leur transmettrai mon savoir. Le bien, le mal, les contraintes, tout ce qui va avec. Il fut un temps dans notre système scolaire où nous imaginions que quand des élèves étaient en difficulté, il fallait leur proposer des savoirs quotidiens, leur apprendre à lire dans des annuaires téléphoniques ou dans des modes d'emploi d'appareils électroménagers. Et au fond, l'interpellation particulièrement forte de Tagore, c'est de dire « N'y a-t-il pas des savoirs plus fondateurs ? N'y a-t-il pas des savoirs plus fondateurs, aussi bien finalement pour les paysans du Bengale que pour les adolescents de banlieue, des savoirs
fondateurs qui sont la condition même d'accès à tous les autres savoirs. Lettre à 0,8.